Morning Business, le grand entretien. Et à 8h18, notre invité ce matin, c'est Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale. Bonjour. Bonjour. La réforme des retraites, ça va être la grosse réforme de la rentrée, sans doute au premier Conseil des ministres de janvier. Une réforme des retraites donc avec, on le saura en détail, quelle option choisir, mais dans tous les cas, on va augmenter l'âge de la retraite, 64 ans en allongeant la durée de cotisation, ou 65 ans, ce qu'avait d'ailleurs promis le candidat Macron dans sa campagne présidentielle. C'est une réforme qui est inacceptable. Vous ferez tout pour empêcher qu'elle passe ? Elle est inacceptable. Elle est inacceptable, je pense, pour une majorité à l'Assemblée. Elle est inacceptable pour tous les syndicats. Et elle est inacceptable pour, d'après ce que les sondages, pour une grande majorité de l'opinion française. Donc le gouvernement veut passer en force et de manière assez incompréhensible dans une année qui va être, on le sait, une année économiquement très difficile et où, franchement, est-ce que l'urgence c'était de s'attaquer aux retraites ? Alors on nous explique, ce qui est quand même sidérant, que ça va être pour faire des économies au niveau de l'État. Bon, moi, pour ma part, je pense que le régime de retraite n'a pas à compenser les déficits de l'État. Et puis pour le reste, on sait bien qu'on est en train d'agiter un problème qui n'est ni urgent, ni si gravissime que ça, c'est-à-dire la question du déficit des retraites. Les économies, parce qu'il y a une grosse partie, vous savez bien, des subventions de l'État au régime de retraite qui est fait pour équilibrer certains déficits structurels des régimes de retraite. Je ne parle pas des compensations pour compenser les petites retraites, pour compenser par exemple les trimestres de congé maternité. Je parle des déficits structurels de certains régimes. Enfin, les déficits structurels sont rien par rapport aux cadeaux fiscaux qu'on fait aux détenteurs de capitaux, aux plus grandes entreprises. Ça, regardons clairement les choses. Regardons clairement les choses. L'an dernier, il y a eu 900 millions d'excédents au niveau du régime de retraite. Cette année, il va y avoir 3 milliards. On va effectivement passer à un déficit jusqu'en 2035. En 2035, on revient à 11% du PIB, c'est un des plus bas d'Europe. Ça, c'est les chiffres du corps, c'est pas les chiffres de France Insoumise. Bon, à partir de là, on voit qu'on a quelques années difficiles, en gros, 3 milliards d'euros par an. 3 milliards, on voit que ce budget, on arrive à les trouver pour plein de choses. On arrive même à faire des cadeaux fiscaux, notamment avec la CVAE, c'est-à-dire sur la valeur ajoutée des entreprises, voilà, pardon, à hauteur de 4 milliards par an. Donc on voit qu'on a les moyens de trouver des systèmes qui permettent de compenser ces déficits pendant quelques années, alors même qu'il n'y a plus de la majorité des personnes qui sont à l'âge de retraite qui sont au chômage, qui l'atteignent au chômage. Donc tout ça est une politique assez délirante qui en fait n'a qu'un objectif. Moi je l'ai vu. Le FMI est venu nous voir à l'Assemblée nationale, me voir moi, président de la Commission, voir le rapporteur général pour nous dire, nous demandons en fait, nous proposons à la France qu'elle fasse des réformes structurelles et c'est toujours sur la question des retraites. L'Union européenne, la Commission européenne le demande aussi, en échange, on va dire, d'une certaine mensuétude sur le déficit. Donc on voit bien que ça vient. Est-ce qu'on considère que c'est la mère des réformes et que tout passe par là pour assainir les finances publiques ? Mais non, il n'y a rien. Ça n'assainit pas les dépenses publiques. Il n'y a rien à négocier. Rien. C'est-à-dire que même quand Elisabeth Borne lance le volet social, dit on va négocier sur les carrières longues, ça sert à rien. Elle ne négocie rien. Excusez-moi, elle ne négocie rien. Parce que pour les carrières longues, qu'est-ce que va produire le fait de reculer l'âge de la retraite à 65 ans ? Ça pénalise d'abord les carrières longues. C'est-à-dire celles qui aujourd'hui, avec le nombre d'années de cotisation nécessaires pour atteindre les retraites, pouvaient effectivement partir à un âge, la retraite, on va dire, assez tôt, du fait d'avoir commencé à travailler tôt. Là, ils ne pourront pas. Et il faut remarquer que parmi ces personnes, 25%... il y aura un décalage. Tous les métiers durs n'atteignent pas l'âge de la retraite, parce qu'ils sont morts avant. Donc c'est un système qui est à la fois unique, qui à mon avis tourne le dos complètement à ce qu'il faudrait, c'est-à-dire une répartition du temps de travail, et puis pourquoi, excusez-moi, mais pourquoi arrêter un des grands progrès humains qui est le fait qu'on puisse profiter quand même pendant plusieurs années des cotisations que, j'allais dire, les travailleurs ont parce qu'on vit mieux. Cumulées. Parce qu'on vit plus longtemps et mieux. Donc, on ne doit pas en profiter. Et pourquoi croyez-vous qu'on vit mieux et plus longtemps ? Est-ce que vous pensez que... Alors bien sûr, il y a des progrès en termes de médecine, mais vous remarquerez une chose, c'est que depuis qu'on revient en Europe, notamment sur cette question d'âge de la retraite, eh bien, on vit peut-être à peu près aussi longtemps, mais on vit à peu près aussi longtemps, plus aussi en bonne santé. C'est ça le système. Donc on vit mieux aussi parce qu'on arrête de travailler à un âge correct. Donc ça, c'est pas supportable. Et encore une fois, est-ce que c'est l'urgence de mettre de la tension dans le pays quand ce pays lui-même va avoir à affronter une crise sociale de grande ampleur ? Allez, on arrive au bout de l'adoption du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale, à bout de 49.3 d'ailleurs, il y en aura encore d'autres. Deux amendements ont retenu notre attention qui ont été proposés par le gouvernement. D'abord sur le CPF, on a appris donc effectivement
effectivement, désormais, il y aurait une sorte de ticket modérateur pour les formations choisies par les salariés, parce que, on dit-on, ça marche trop bien, et parce que certaines formations ne correspondent pas aux besoins, notamment des entreprises. Alors ça, c'est quand même le best, j'allais dire, parce que déjà 2 problèmes. On nous met des amendements comme ça qu'on intègre à un projet de budget qui n'a pas été débattu, qui n'est plus débattu. Madame Borne vient à l'Assemblée, au bout de 30 secondes, elle dit on fait le 49.3, plus de débat, plus de vote, bientôt il n'y aura plus d'Assemblée, et on en profite pour intégrer des amendements qui n'ont même pas été dans le projet de loi de finances initiale. Donc ma commission n'a même pas pu se saisir. Alors il y en a 2. Il y a notamment cette question qui fait que maintenant les salariés devraient payer pour leur formation. On ne sait pas d'ailleurs si ça sera un montant fixe ou proportionnel. Le fait même qu'on demande toujours aux mêmes. Ouais. C'est toujours aux mêmes qui doivent à un moment donné contribuer, j'allais dire, à des équilibres. Les mêmes, là, ça sera tout le monde. Hein. C'est d'autant plus sidérant, c'est qu'on nous dit que la formation, toute sa vie est nécessaire, etc., pour pouvoir justement changer de métier, se reconvertir. Et là, on va demander aux salariés de le payer. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Donc il y a cette mesure dont vous avez parlé, et puis une autre mesure qui est alors là arrivée subrepticement et manifestement qui montre que les lobbies des grandes entreprises, ça marche mieux que la pression des syndicats ouvriers, c'est les captifs d'assurance. Alors il faut expliquer ce qui se passe, on en a parlé sur ce plateau à plusieurs reprises, effectivement, de plus en plus de grands groupes nous disent on ne parvient plus à s'assurer auprès d'assureurs sur des risques très spécifiques, et donc on préfère s'assurer nous-mêmes, on se regroupe entre entreprises et on fait sa propre assurance. Vous n'êtes pas d'accord ? Non, c'est des niches fiscales, évidemment. Comment ça, c'est des niches fiscales ? Parce que ça va permettre encore à des grands groupes de jouer un peu avec leur chiffre d'affaires, leurs bénéfices, et de pouvoir, à un certain moment, l'abriter derrière des mesures qui leur permettent de ne pas payer d'impôts. Exactement ce qui est fait depuis des années. J'explique grossièrement ce qui se passe. Aujourd'hui, ces grands groupes le font, et sous prétexte qu'ils le font au Luxembourg et en Suisse avec des filiales, ils disent, ça serait peut-être mieux de pouvoir le faire en France. Donc, en réalité, on importe, on fait de la France un paradis fiscal. C'est ça que ça veut dire. Et c'est d'autant plus scandaleux, cette histoire, c'est que... Parce que les sommes qui vont être placées, effectivement, dans ces captifs d'assurance ne seront pas fiscalisées, c'est ça ? Bien évidemment. Ouais. Bon, donc les grands groupes produisent, une fois de plus, c'est une nouvelle mesure pour faire des niches fiscales, alors même que le gouvernement nous disait qu'il y en a trop. Oui, mais c'est pour couvrir des risques, normalement, ces fonds. D'accord, mais... Les risques qui sont nouveaux, couvrir des risques, cybersécurité... Couvrir des risques ne doit pas permettre l'optimisation fiscale. Donc c'est ça que ça permet. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que quand Valérie Rabault, qui est une des responsables socialistes, a posé la question à Bruno Le Maire en disant... On croit que vous préparez un amendement. Bruno Le Maire a dit non, je vous assure, il n'y aura pas cet amendement. Madame Borne l'a dit, et là on apprend subrepticement que la majorité l'a remis à l'intérieur du budget. Bon, voilà, c'est à ça que sert le 49.3, c'est-à-dire à faire des cadeaux à ses amis. Je reviens quand même une seconde sur le CPF. Vous dites que c'est certainement pas aux salariés de payer leur formation. Ça veut dire que quand je suis comptable et que je me forme pour être naturopathe et que ça n'a rien à voir avec mon entreprise... C'est pas ça, donc. Mais si, mais bien sûr que si, puisque c'est une des formations les plus demandées. Oui, d'accord. Mésothérapeute, par exemple. Donc, c'est la réalité. Et donc, qui doit payer ? On nous dit sans arrêt que les salariés doivent faire des efforts de reconversion. Donc, à partir de... Vous savez comment ça se passe, les comptes formation, d'accord ? Oui. Mes collaborateurs en ont à l'Assemblée. Et vous le dépensez. Vous avez d'abord un certain nombre de listes de formation que vous avez le droit de faire, et pas d'autres. C'est pas vrai, ne croyez... Ah si, c'est très ouvert. Écoutez, moi, j'ai vu la liste, elle est pas si ouverte que ça. Si vous voulez être naturopathe, allez-y. Elle n'est pas si ouverte. Vous avez un droit à une certaine liste qui est conventionnée d'une certaine manière, qui est obéie à certaines règles, et puis à partir de là, vous pouvez effectivement prendre un compte formation. Mais je ne vois pas pourquoi, alors même que, je vous rappelle, dans les cotisations, vous avez, enfin de cotisations patronales notamment, et puis aussi salariés, vous avez des choses qui prennent en compte cette formation. Pourquoi c'est maintenant les salariés qui en plus devraient les payer ? Je trouve que c'est une manière bizarre d'aborder la question de la formation continue et une manière assez scandaleuse de prendre encore au revenu du travail. Un petit mot quand même, on va faire de la politique politicienne, ça ne nous passionne pas vraiment, enfin c'est quand même d'actualité. La France Insoumise, vous avez choisi que vous êtes instance dirigeante, vous n'y êtes pas. Clémentine Autain fait une tribune, une interview dans Libération au Vitriol. C'est les purges staliniennes à la Arrêtez un peu, non, c'est puis quoi encore ? Je sais pas, vous êtes plus dans la direction du parti. Non mais puis quoi encore ? Il y a eu des décisions qui ont été prises, on peut être d'accord ou pas d'accord. Vous êtes d'accord, vous ? On peut être d'accord ou pas d'accord. Moi je comptais, je pensais qu'il fallait que la direction soit la plus inclusive possible, mais c'était ce week-end ont été pris aussi des décisions qui font en sorte, par exemple, que des financements sont possibles pour les départements dans lesquels on veut s'investir, qui met justement des structures en place pour permettre que s'exprime ce qui vient des groupes d'action. Donc il y a beaucoup de choses excellentes. Il y a des choses qui sont pour moi à modifier. Je l'ai dit, donc je le redis ici. C'est toujours votre parti.
Bien sûr que c'est mon parti, c'est mon groupe. Voilà, donc à partir de là, enfin, si vous prenez ce genre de terme, demandez si c'est stalinien ou pas, vous demandez comment fonctionne aujourd'hui le parti du présidentiel, que je sache. Il pourrait poser la même question, vous inquiétez pas. Bien évidemment, non, mais bien évidemment, mais sauf que c'est à nous qu'on le pose. Donc, je pense que cette direction doit être plus inclusive. On va regarder maintenant ce qui se passe, puisque c'est au groupe à qui il revient de réfléchir, au groupe parlementaire, à sa représentation. Donc dans cette représentation possible, il y a des gens comme moi, comme Corbière, comme Clémentine Autain, et j'espère que les choses vont s'arranger. Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, était notre invité ce matin.